Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Ampoule. Aujourd'hui, dans l'Ampoule, je reçois Patrick Ronchou. Bonjour Patrick. Bonjour Alice, bonjour chers auditeurs et auditrices. Eh bien, Patrick, peux-tu nous parler de ton parcours ? Oui. Alors je pourrais être bref, puisqu'en fait je me suis construit une signature avec mes anciens patrons et certains clients, où souvent on me nommait Sherpa. Alors un cabinet de recrutement m'avait dit ouais mais Sherpa c'est pas noble parce que vous portez les bagages des autres. Et en fait, ils avaient parfaitement bien compris. Je suis visiblement un très mauvais numéro 1, un meilleur numéro 2. Et je vais souvent vous agacer par des citations et des métaphores sur la montagne. Donc, je suis jeune retraité depuis mi-2019. J'ai eu 63 ans. Je reste très actif puisque au moment où j'avais besoin de bosser, j'avais du mal à avoir des missions et maintenant, j'en refuse. J'en refuse pour garder un bon mi-temps. J'ai toujours été passionné, donc j'ai un fils de 37 ans, j'ai toujours été passionné de chimie, donc j'ai fait une école d'ingénieur de chimie, et finalement, première erreur, puisque ce premier thème, Alice, tu l'as nommé parcours, échec et réussite, j'ai commencé par un échec, puisque muni du diplôme d'ingénieur chimie, j'ai jamais fait de chimie en 41 ans de vie professionnelle. Donc, premier échec. J'ai une triple formation, donc école de chimie, école d'ingénieur de chimie qui fait partie maintenant du groupe Central, un MBA qui m'a permis d'y voir plus clair au-delà de ma culture industrielle, donc MBA que j'ai fait lorsque j'étais chez Orangina Pernod Ricard. Et je continue en jeune retraité, je suis le seul des promotions d'ailleurs. Je finis un parcours en prospective, innovation et développement durable. Donc voilà. Pourquoi ? Parce que j'ai un adage que j'essaye de faire quotidien, c'est on commence à vieillir quand on cesse d'apprendre. Donc, comme j'ai pas trouvé de source de jouvence, apprendre me permet de ralentir les effets du vieillissement. Alors, qu'est-ce que j'ai fait en 41 ans de vie professionnelle ? J'ai assumé pendant 11 années des responsabilités plutôt industrielles, services techniques et développement industriel dans plusieurs métiers, courtement à Shell, où je n'ai pas fait de chimie. Ensuite, on va parler d'innovation, j'ai eu la chance de croiser un homme exceptionnel qui a créé Orangina il y a plusieurs décennies en Algérie. Et cet homme, on y reviendra, avait donné un cahier de charge de recrutement et j'ai été l'heureux élu pour rejoindre donc la société Orangina. Orangina, puis racheté par Pernod Ricard, puis un passage éclair chez Nestlé, erreur de casting. Deuxième. Ensuite, j'ai passé 10 ans sur des responsabilités de direction commerciale des clients grands comptes pour un groupe français qui à l'époque était dans le domaine du bois, de la pâte à papier et des emballages carton ondulé. Donc j'ai été directeur commercial des branches France et Europe de cette société. Le groupe s'appelait le groupe La Rochette. J'en parle à l'imparfait parce qu'il a été coupé en deux par par deux acquéreurs qui ont lancé une OPA violente sur ce groupe. Ensuite, j'ai basculé dans le monde du conseil parce que suite à l'OPA, j'avais déjà un âge avancé. À 48 ans, les pistes et les perspectives innovantes qu'on me proposait étaient plus les EHPAD déjà que les entreprises. Donc, je me suis trouvé beaucoup trop jeune pour les EHPAD. J'aurais été refusé d'ailleurs. Et là, en solo, je me suis structuré en portage salarial, innovation intéressante, créée en France en tout cas par un homme qui avait 76 ans et qui, avec 20 ans d'avance, puisque Alice, tu vas nous amener à partager les notions de prospective. Cet homme a eu l'intelligence 30 ans avant tout le monde, en France en tout cas, de se rendre compte que le marché du travail allait être une véritable révolution et qu'il fallait porter attention sociale aux hommes et aux femmes qui non seulement avaient des métiers précaires, mais celles et ceux qui pensaient être à l'abri dans des CDI inclus dans des grands groupes allaient vivre de sacrés tsunamis. Et donc, j'ai découvert le concept du portage salarial. J'ai ensuite rejoint, à un âge avancé, un cabinet qui était en France un des seuls cabinets qui travaillait pour les ministères et pour les gros dossiers régaliens,
compagnie européenne d'intelligence stratégique. Donc, ce titre un peu long fait qu'on relançait l'industrie du papier quand on imprimait nos cartes de visite. Qu'est-ce que j'ai fait chez eux? J'ai été, comme tout le temps, un trouble-fête. J'ai tenté de capitaliser sur leur savoir-faire sur les ministères et aller l'appliquer en intelligence stratégique, moins mauvaise traduction de business intelligence, puis en prospective, et aller décliner leur savoir-faire qui était avéré dans des domaines moins sexy pour eux, l'agriculture, l'agroalimentaire et autres. Donc, j'ai fait ça pendant un certain nombre d'années. Le cabinet se portant mal, ils se sont séparés, on va dire, des anciens, j'en faisais partie, des salaires élevés, j'en faisais partie, et j'ai continué pendant, en tout, une vingtaine d'années sur cela. J'ai toujours eu, et j'ai très vite détecté, même en étant chez Orangina, Challenger, des géants Coca-Cola, Pepsi-Cola, les eaux minérales, la puissance des hommes et des femmes qui construisent, qui sont dans les équipes de projet. À l'époque, Alice, désolé, sans faire allusion à ton jeune âge, ça portait pas le nom du knowledge management, ça portait pas le nom d'open innovation, mais très très vite, je me suis rendu compte qu'il fallait être vite attentif à la manière avec laquelle on pouvait damer le pion au grand groupe, et j'ai beaucoup travaillé sur ce qu'on peut appeler la dynamique des équipes et le partage des compétences. Donc, quand j'ai vu que j'avais quelques vertus, et soyons clairs que j'aimais ça, l'Institut français de gestion et d'autres groupes m'ont demandé de les aider à structurer, animer des séminaires pour des cadres et des dirigeants. Donc, le nombre importe peu, c'est la valeur, mais à peu près 15 000 personnes ont subi mes tortures didactiques depuis 1992, et quelques écoles d'ingénieurs et de commerce au niveau à peu près de 5 000 étudiants. Les thèmes sur lesquels j'interviens sont ceux sur lesquels, Alice, tu m'as connu sur Airbus Toulouse, à savoir, bien évidemment, la stratégie, bien évidemment, comment générer les freins au changement qui sont inéluctables, et comment tenter de réduire les freins en mobilisant une fois de plus les équipes. Donc c'est redondant, mais c'est important. Comment parler d'innovation de façon factuelle, en faisant plutôt que en employant uniquement des termes pompeux, on y reviendra. Et le quatrième levier est celui pompeusement appelé, là aussi les anglo-saxons ont été meilleurs que nous, On va parler de prospective, ils emploient un terme qui est la préactivité. Sur les dico français, tu trouves pas le mot préactif, donc c'est bien révélateur de notre retard gaulois. Et de la même manière, on trouve pas la traduction satisfaisante de soft skills. Et comme dans ton podcast, Alice, tu as l'acuité et l'intelligence déterminée par qu'est-ce que l'on peut demander comme coup de main, j'ai envie de dire comme urgence aux générations montantes, aux jeunes, c'est qu'elle privilégie les soft skills et qu'elle tente d'éradiquer les freins au changement des générations anciennes qui bloquent le système trop souvent, et j'en fais partie. Les échecs, j'en ai évoqué, on y reviendra. Les réussites, je crois que les réussites, elles sont d'abord dues à la confiance, à l'oxygène, au risque compris quelques PDG, pas tous. Si je vous dis qu'il y a eu erreur de casting sur Nestlé, c'est que sur Nestlé, entre la visite de l'appartement témoin et ce que j'ai découvert au bord du lac à Vevey, il y avait, on va dire, quelques différences qui n'étaient pas qu'immobilières, elles étaient comportementales. Dès qu'on bougeait un caillou, on générait un tsunami, pas tellement sur le lac à Vevey, qui lui était calme, mais dans les organisations de la direction générale de Nestlé en Suisse. Donc, le premier facteur clé de succès, je le dois aux hommes et aux femmes qui sont allés me chercher presque tout le temps dans des univers, dans des secteurs et dans des fonctions qui n'étaient pas les miennes, pour découvrir donc des univers, des fonctions, des responsabilités, des modes de pensée sur des univers que je ne connaissais pas du tout. Et là, il n'y a pas de secret. Soit on fait des copies-collées hâtives qui nous font plaisir et on échoue, soit on reste les doigts sur la couture du pantalon en étant des bénis oui-oui et on échoue aussi. Quand je dis on échoue, non, parce que les grands groupes aiment parfois les bénis oui-oui, et leur laissent une place parce que les couloirs sont grands, il y a des armoires parfois dorées. Et donc, j'ai fait l'option de partager la confiance que m'a louée ces PDG.
PDG d'Orangina. J'ai su après pourquoi il m'avait recruté moi. C'est pas parce que j'étais connu, j'étais débutant, j'étais un ingénieur, même pas. J'avais accepté un poste qui était même pas au niveau ingénieur à Shell parce que je voulais bosser. Et en fait, son cahier de charge de recrutement, ça date, hein, c'est début 80. C'était recrutez-moi un homme ou une femme brillante, donc je veux un top 3 de la promo, mais qui forme à tout sauf au métier de l'agroalimentaire. Et c'est un acte de déclonage extrêmement courageux en termes de GRH, gestion de ressources humaines. Quand on voit des groupes qui manipulent les termes GRH, GPEC et qui recrutent toujours les mêmes clones, ça fait frémir, quoi. Donc, oser recruter des hommes et des femmes dans des univers différents pour faire de la fertilisation croisée, ça a été, je pense, la source des quelques succès que j'ai pu mener avec mes fournisseurs, avec mes équipiers, parfois même avec des concurrents. Parce que déjà à l'époque, modestement, j'avais compris qu'un concurrent était un partenaire potentiel. Alors bien sûr, autre citation, Alice, désolé, c'est la deuxième. Quand, citation asiatique, quand le sage montre la lune du doigt, l'imbécile regarde le doigt. Quand j'ai osé les fois premières monter un partenariat avec un vrai concurrent, sur le comité de direction, je pense qu'à part le PDG, tout le monde a regardé mon doigt. Donc, les réussites, ça a été à l'époque, le web n'existait pas, désolé, hein, ça confirme que j'ai un âge avancé. Il faut avoir une saine curiosité. Les outils de data mining, d'intelligence stratégique, de business intelligence, les démarches prospectives en France, en tout cas, n'existaient pas. Et surveiller les autres, surveiller ce qui se passe en Afrique du Sud, j'étais donc dans l'industrie des boissons à l'époque, surveiller ce qui se passe en Australie, surveiller ce qui se passe aux États-Unis, même avec des moyens qui sont risibles aujourd'hui, archaïques, on arrive à détecter des pépites. Ces pépites, c'est la capacité à transformer une donnée, malheureusement bourrée de bruit, bourrée de fake news. Mais aujourd'hui, c'est encore plus facile de détecter, avant que ça devienne une tendance, transformer la donnée par les signaux faibles en tendance, et puis transformer la donnée en information, puis transformer l'information par rapport à un cadre de référence en aide à la décision stratégique. Donc, j'ai bricolé comme Jourdain, j'ai fait de la prose sans le savoir, j'ai fait de l'intelligence stratégique sans le savoir. Et nous avons réussi sur plusieurs projets, oui, à prendre de vitesse les géants, Coca-Cola, les brasseurs, les eaux minérales. Alors désolé, ce ne sont pas des projets de drones ou de lanceurs de satellites à la SpaceX ou à la Airbus, Alice, mais nous avons, sur plusieurs projets, mis entre 6 et 12 mois dans la vue à nos grands concurrents, parce qu'on a osé. C'est un deuxième facteur clé. Les échecs, oui, j'en ai eu. À titre perso, j'ai co-créé une start-up que j'ai arrêtée parce que j'en avais marre de payer l'URSSAF et de ne pas pouvoir me payer un salaire. Donc, oui, j'ai échoué et j'ai le courage de le dire. D'aucuns disent que celles et ceux qui disent qu'ils n'ont jamais échoué, c'est que, entre guillemets, ils n'ont jamais rien tenté, quoi. Bon, bref. Oui, les échecs. Les échecs, c'est d'avoir été souvent avant-gardiste. Dans le domaine du packaging, cette fois, je vous mène dans l'univers du carton ondulé. Zola était moderne, hein, quand j'ai découvert l'emballage du carton ondulé, alors que c'est un process extrêmement technique, c'est la sidérurgie du bois, du papier. Quelle chance d'avoir eu encore un PDG fabuleux qui est resté ami, qui écrit des bouquins, qui est un prospectiviste fabuleux, prodigieux. Et cet homme m'a autorisé à penser différemment l'emballage. Et nous avons été, dès le début des années 2000, avant que la ville de Laval, en Mayenne, en France, devienne le 3e site mondial de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée, derrière la Corée et le Canada, nous avons été les premiers en Europe à introduire les usages, je dis bien les usages, des technologies de la réalité virtuelle dans le packaging. Alors que bien sûr, Alice, vous les aviez largement initiés, comme l'automobile, dans le domaine effectivement de l'espace, de l'aéronautique et de l'automobile. Qu'est-ce que je suis allé chercher? Partant du principe que nous n'étions pas le leader du marché, j'ai tout de suite identifié, grâce à mes réseaux, c'est les startups, qu'on n'appelait pas startups à l'époque, que nous avions moyen de nous différencier de nos concurrents sans baisser les prix,
en occupant un territoire de partage d'innovation avec certains de nos clients. Je peux les citer maintenant. Ce sont des clients qui ont accepté que, n'étant jamais moins cher, c'était mon rôle, hein, j'étais directeur commercial Europe, ils acceptaient qu'en prix moyen pondéré, nos offres soient plus chères. Et j'ai très vite fait comprendre que c'est pas sur l'emballage que j'allais me rémunérer, c'est sur l'offre globale. Et en particulier sur le partage de compétences, d'opportunités qu'ils n'avaient pas détectées. Donc, l'approche réalité virtuelle, travaillant en benchmarking avec Renault, avec Valeo, pas avec l'aéronautique, je n'avais pas réussi à vous contacter à l'époque, Alice, je ne te connaissais pas. L'idée était de dire, voilà ce que la réalité virtuelle peut nous apporter, non pas en tant que techno et l'effet waouh, qui est rarement rémunérateur, mais par exemple en tant qu'accélération de projet. Donc Danone, Moulinex, L'Oréal y est allé à demi-teinte, ont accepté de regarder le monde du packaging différemment. Mais quand je dis que c'est sur certains points un échec, c'est que quelque part, nous étions trop en avance. Et comme tu es en particulier sur Washington, Alice, je me souviens de la réaction d'une réunion secrète que j'avais organisée avec la direction Innovation Monde du groupe américain Mars dans le domaine des confiseries et du pet food, qui m'avait dit, Patrick, ce que vous nous présentez est stupéfiant, extrêmement en rupture, mais ce changement holistique sur le packaging, le groupe Mars n'y est certainement pas prêt aux États-Unis. Donc, je m'étais trompé, à savoir que avoir trop d'avance, ça peut parfois nous mettre en échec. Deuxième exemple qui me vient à l'esprit, Alice, nous avions détecté, je vais être honnête, je vais rendre un équipier, puisque je ne peux parler que des équipes que j'ai construites autour de moi. Mon PDG, toujours dans l'emballage carton ondulé, avait détecté une start-up en Israël qui était un essaimage des anciens d'IBM ou de Lexmark. Enfin, vous voyez, le monde bureautique. Pourquoi ? Parce que c'est presque de l'addiction pour moi. Je surveille non pas les technos et les secteurs, je surveille les fonctions, qui sont la passerelle la plus puissante avec de quoi a besoin le client aujourd'hui. Et nous avons été le deuxième au monde à acheter un prototype pour faire de l'impression numérique sur des plaques d'emballage de 3 mètres sur 5. Donc, une vraie usine à encre. On mettait de l'encre partout, sur le plafond, sur le sol, rarement sur le carton. Mais nous avons là aussi réussi à prendre de l'avance, trop d'avance, parce que imprimer en one-to-one, avant que les imprimantes 3D arrivent dans des secteurs notamment Alice comme les tiens, culturellement, certains de nos clients avaient du mal à franchir le pas. Échec parce que je n'avais pas suffisamment formé aussi mes équipes au fait qu'il fallait qu'ils vendent non pas un emballage unitaire, mais une solution à forte valeur ajoutée. Échec parce que nous avions pris trop d'avance. Mais réussite quand, quelques années après, me rendant par nostalgie sur le salon de l'emballage à Paris, à Villepinte, j'entends un grand show à l'américaine et ma curiosité fait que je m'y suis approché. Donc, il y avait les pom-pom girls qui dansaient sur scène et c'était un stand, Alice, chère lectrice, chère auditrice, cher auditeur, c'était un stand d'HP, Hewlett-Packard. M'approchant du stand et respectant malgré tout les règles, j'ouvre le carter de sécurité d'une des machines qui était exposée et j'ai reconnu, de loin, 10 ans après, la machine dont on avait acheté le deuxième prototype au monde. Donc, HP, avec des moyens démesurés, avait su suivre la trace et s'adresser au monde de l'impression, entre guillemets, industrielle. Donc, voilà, en respectant le rythme, j'espère, parce que je suis malheureusement trop Non, merci beaucoup pour toutes ces anecdotes, c'est très, très intéressant. Je vois que ton parcours a toujours été émaillé d'innovation et d'esprit innovant. Qu'est-ce que tu as compris de l'innovation par ton parcours ? Alors, j'ai pas tout compris au début, faut être honnête, hein. Mais comme je le dis souvent, comme je suis certes, un cerveau gauche, on va dire à dominante scientifique au début, mais je me suis tellement perverti dans d'autres métiers que le cerveau droit, je m'appuie aussi dessus. Et donc, je suis féru de citations, de métaphores et autres, le littéraire dans le monde scientifique.
Et comme je dis souvent, quand je comprends pas, j'ouvre le dictionnaire, Wikipédia, je vais sur le web et j'essaye de me réfugier dans les fouilles archéologiques de l'étymologie. Et effectivement, on ne va pas rentrer dans les détails. D'abord, j'en ai pas les compétences. Innover, c'est pas inventer. Innover, ce n'est pas découvrir. Innover, ce n'est pas créer. Innover, ce n'est pas réaliser. Je lis un petit peu mes notes. Si vous voyez mes hochements, là, vous ne les verrez pas en podcast. Mais je retiendrai la phrase d'un redoutable directeur financier que j'ai eu la chance de croiser dans mes métiers et qui m'a dit « Ouais, Patrick, finalement, ton truc, c'est bien là, mais pour moi, patron financier, la seule innovation qui mérite le titre d'innovation, c'est celle qui se verra dans nos chiffres financiers. » J'ai presque envie de dire, je ne désacralise pas les chercheurs. On est en plein Covid, donc si nous avions permis d'avoir un peu plus d'oxygène aux chercheurs dans certains pays, on n'en serait pas à quémander un virus ici et là. Pardon, interprétation tout à fait personnelle. Donc, je respecte les chercheurs, les découvreurs, mais l'innovation pour nous, industriels ou en serviciel, elle se voit dans les chiffres. C'est apporter en effet quelque chose de nouveau, que cela soit latent ou demandé. On parlera de ces dimensions sur le chapitre prospective, Alice. Innover, et on le voit de plus en plus avec, enfin, heureusement, des innovations organisationnelles, des entreprises, des petites structures qui essayent d'intégrer. Je sais, Alice, que tu as été avec, en dépit de ta modestie, une des initiatrices sur certains pôles d'Airbus pour intégrer de l'agilité. Et tu n'as pas hésité à ouvrir la porte à des startups pour quelque part voir ce que l'on pouvait apprendre l'un de l'autre, l'un quand on est cadre d'un grand groupe, l'autre quand on est un start-upper ou une start-upeuse. Et les innovations organisationnelles aujourd'hui, je suis de très près, sans tout comprendre parfois, les concepts d'entreprise libérée. Il faut faire très attention aux mots, mais il faut bien se ressourcer. Aux États-Unis, Harley Davidson a été et est encore un exemple probant. La France et le village gaulois que je critiquais tout à l'heure un petit peu a plusieurs sociétés fabuleuses, notamment un équipementier automobile qui s'appelle Favi dans la Somme, qui a toujours affiché des cash flows à deux chiffres, parfois supérieurs à 20%, alors que les autres pleuraient en disant « Ah là là, les équipementiers automobiles, les constructeurs automobiles, ils nous étranglent. » Lui, il n'a pas fait de bruit. Et entreprise libérée. Je regarde de plus en plus les organisations, ceux qui ont l'intelligence et la lucidité, Alice, de tirer profit du centre de R&D et d'innovation le plus vieux au monde, 3,8 milliards d'années, qui s'appelle le biomimétisme. Alors bien sûr, une partie des ailes de l'Airbus A350, vous avez largement su vous en inspirer. Ce qui est vachement intéressant, c'est de commencer aussi, et certains ont commencé sans faire trop de bruit, parce que c'est un avantage concurrentiel, à tirer profit d'organisations dites holistiques, dites biomimétiques, et tenter de les appliquer au quotidien. Par exemple, quelques exemples qui me viennent à l'esprit, le vol des étourneaux, intéressant, il ne suffit pas de les faire modéliser par des brillants mathématiciens ou par de l'intelligence sémantique, ça veut dire quoi au quotidien? Les fourmis, qui sécrètent des phéromones pour aller d'un point A à un point B et que tout le monde soit mobilisé pour, tiens, vertu de l'accompagnement du changement, les bancs de poissons, bien sûr, et on voit des applications sur l'innovation organisationnelle. Donc, voilà, l'innovation, elle est multicritère. Et il est triste de voir des entreprises s'enfermer sur la seule innovation technologique. Et pour toi, quel est l'impact de l'innovation sur notre futur à tous? Ouais, tu prends un peu d'avance sur un des thèmes qui va suivre. J'ai la chance, par la formation complémentaire que je continue à suivre, de croiser des hommes et des femmes absolument fabuleux. Plusieurs d'entre eux ont travaillé dans des équipes d'explorateurs des pôles, des équipes du commandant Cousteau. Et quand on a une lecture de ce qu'est la planète, vue de leur point de vue,
on a du mal, soyons clairs, à être optimiste. Néanmoins, je crois que par les pierres angulaires de l'innovation, ça va être la seule voie pour que l'humanité tente de s'en sortir. Avec malheureusement des contradictions à lever qui sont d'ordre politique, à savoir que quelles que soient les COP, qu'elles soient 21 ou autres, les échéances que l'on doit là décider d'atteindre sur les dimensions développement durable sont des échéances, on n'a pas le temps, quoi. C'est vraiment dans les 10 à 15 ans qui viennent qu'il va falloir agir, comment continuer à agir, mais ces échéances sont asynchrones avec les cultures électoralistes des chefs d'État et des équipes politiques. Alors derrière ce discours un petit peu, ouais, j'ose dire plutôt gris, on a des pistes. Et ces pistes aujourd'hui, j'évoquais les organisations, Alice, il faut oser confronter, faire parler, benchmarker. Le terme n'est pas beau, mais une fois de plus, un terme anglo-saxon qui nous tire un petit peu les cheveux. Moi, j'en ai plus, donc je ne risque plus rien. Il faut relire ou lire des travaux absolument remarquables d'hommes et de femmes. Je pense en particulier à Isabelle Delannoy qui a fait un bouquin exceptionnel sur l'économie symbiotique. C'est extrêmement compliqué, mais quand on écoute des ingénieurs ou des ingénieuses, je ne sais jamais comment le féminiser, mais peu importe, qui ont des formations d'ingénieurs écologues, là aussi le mot il est tellement tordu que ils innovent et ils osent croiser avec des capitaines d'entreprise qui ont compris la nécessité d'innover dans la manière de travailler. Et quand on voit des expériences, notamment en Norvège, de grands pôles industriels qui, sans bruit, ont obtenu l'enjeu d'être parfaitement autosuffisants en énergie, ça ne veut pas dire faire une croix sur l'énergie fossile, ça veut dire arrêter de faire des grands bruits. De manière, dès qu'on met une éolienne en France, en tout cas, c'est une levée de bouclier parce que ça fait du bruit. Oui, mais à force, on ne peut pas à la fois arrêter le nucléaire et ne pas être capable à préparer les énergies renouvelables, sachant que j'ai quand même un adage qui enfonce les portes ouvertes, veuillez m'en excuser, ou les éoliennes ouvertes, c'est que la meilleure énergie renouvelable, c'est l'économie d'énergie. Le meilleur des matériaux recyclables, alors recyclable, tout est recyclable. Le problème, c'est est-ce que c'est pas recyclable? C'est est-ce que économiquement et sur un plan technique, c'est vraiment recyclé? Une fois de plus, le meilleur matériau développement durable, environmental friendly, c'est celui qu'on ne génère pas, quoi. Donc là, innovation et développement durable, j'ai envie de dire, c'est intrinsèquement lié. Et toi, comment est-ce que tu vois l'impact du développement durable dans tes activités? Alors, chez Orangina, les 10 ans passés chez Orangina, j'ai pas pu vraiment les développer. Si, on a tordu le cou à certains verriers un petit peu oligopolistiques, dont je tairai les noms. Enfin, il n'y en avait pas beaucoup en France, donc je suis allé les chercher en Italie pour les faire bouger, en travaillant sur l'allègement des matériaux. Effectivement, ah non, mais c'est pas possible, monsieur Conchou, vous comprenez, c'est pas possible d'avoir une bouteille à tel gramme. Tel grammage, ouais, sauf que si on change de techno, on peut l'avoir. J'y ai beaucoup plus travaillé ensuite dans le domaine, forcément, de l'emballage carton ondulé, qui est pas très souvent valorisé, puisque 3/4 sont détruits par les consommateurs et les consommatrices en arrivant là chez eux, et les industriels font pareil. Mais pourquoi? Parce que quand on a la chance d'avoir comme matière première des sources renouvelables telles que les vieux papiers, telles que les fibres recyclées, là, on a vraiment beaucoup travaillé avant que les textes réglementaires approchent. Et ça m'a permis, Alice, et je reviens à la dimension knowledge management, partage de compétences, j'ai, sans le dire, pour pas créer des freins, j'ai appliqué des méthodes que vous connaissez parfaitement dans vos univers à haute valeur ajoutée, l'analyse fonctionnelle, l'analyse de la valeur, le design thinking, et les réponses de quelques initiés que j'avais mis dans le secret, c'était « Bon, mais attends Patrick, on est dans l'emballage, on n'a pas besoin de ça, quoi. Ça n'est vrai que pour construire des avions et des voitures. » Eh ben non, mon gars, on va l'appliquer nous aussi. Et en changeant de méthode, en changeant de point de vue, effectivement, on a pu
en baissant la garde des complexes d'infériorité. Ce que je vais évoquer est très important. Je me suis très vite aperçu que dans les secteurs agroalimentaires que j'ai rejoints, alors que je n'avais une culture pétrochimie très courte, j'ai jamais fait de chimie chez Orangina, continué à en boire. Quoique j'en suis parti, je ne sais pas ce que les Japonais maintenant de Suntory en ont fait. Si on est sur écoute, tant pis, je vais être attaqué par les Japonais. Je me suis aperçu que certains secteurs industriels, c'est un excellent alibi au déni, disaient non, c'est pas pour nous, c'est trop compliqué, on n'en a pas besoin. Et quand j'ai ensuite géré les dossiers grands comptes, le complexe d'infériorité, il était de l'autre côté du miroir. Mais Patrick, comment peux-tu avoir la prétention d'apprendre quoi que ce soit à Renault, à Danone, à Moulinex? Et en fait, très vite, en grattant Alice, je me suis aperçu que, sans être psy, que quand une personne disait cela, c'était deux alibis. Un, frein au changement, je ne veux pas changer ma manière de travailler. Deux, j'ai un orgueil et un nombril tellement surdimensionné que je ne veux pas avouer à mon directeur général que je ne sais pas parler différemment à mes clients. Donc, complexe d'infériorité, pardon d'être cru, le grand patron des achats monde de Nestlé au minéral, quand il se rase le matin, si c'est un homme devant sa glace, il est comme nous, quoi. Hein. Et donc, il faut oser dire qu'on va apporter des schémas différents, des modes de pensée différents. Et là, on arrive à notre modeste niveau à des résultats exceptionnels, de l'ordre de réduction sur les projets les plus importants, de 10 à 15% de matières premières sur la conception d'emballage. Et les clients les plus intelligents nous mettaient à contribution pour réfléchir systémique, en disant, voilà, vous avez un œil exogène, comment vous pouvez nous aider à repenser notre ligne de production? Les gens de Somfy en bureautique nous avaient sollicité 2 ans avant de démarrer une nouvelle ligne de produits dont on peut parler maintenant, puisqu'elle est largement démarrée, qui étaient les portes de garage. J'ai jamais vu ça, cette intelligence d'anticipation, d'intégrer un fournisseur de 3e rang. Attends, on n'était que le modeste fournisseur qui, au bout du bout, allait mettre les moteurs dans des emballages, quoi. Avec des ergonomes, avec des sociologues, avec la médecine du travail. Comment vous pouvez nous aider à penser différemment notre réalisation industrielle? Un autre domaine dans le petit électroménager, j'ai cité à demi-mot le groupe, avant qu'il soit repris par le groupe SEB, sur les conceptions de nouveaux aspirateurs. Venez nous aider, alors que, soyons clairs, on pesait quoi, 15%, même pas, du coût de revient complet de ces produits. Venez nous aider à modifier, s'il le faut, le rayon de courbure de l'aspirateur, de manière à ce que la contribution de la résistance à la compression verticale de votre emballage puisse tirer profit de ce que vous nous avez appris. On leur avait globalement donné quelques billes importantes sur comment penser différemment un produit pour le protéger. Sachant que quand on emballe des œufs, la résistance à la compression verticale d'un œuf, elle est pas énorme, mais elle n'est pas nulle. Et là, ouais, les gains vont de 5 à 15 à 20%. Alors, quand on réussit par de l'innovation à coupler chez eux, n'est-ce pas, certains nouveaux procédés de fabrication additive improprement appelés imprimantes 3D, on vient cumuler, quoi. 10 à 15%, c'est pas négligeable déjà. Donc, oui, pour être honnête, c'est pas seul, c'est déjà cette dynamique d'équipe de projet. C'est quand certains clients avaient détecté chez nous une manière de penser différente, ils nous ont intégrés à leur équipe de projet. J'ai jamais réussi à faire une offre à Airbus pour emballer les avions dans de gros emballages carton ondulé. C'est un échec. Mais pourtant, tu verrais les warehouses dans lesquels il y a toutes les pièces détachées, les avions, et tu verrais qu'il y en a du carton là. Il y a des caisses en bois aussi. Dans ton parcours, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est ta capacité à faire de la prospective, à capter justement ces signaux faibles. Est-ce que tu peux nous dire comment tu imagines demain? Qu'est-ce que tu as capté comme signaux faibles? Avant de tenter de te répondre, parce que tu mets la barre très haut, hein, c'est normal, tu es chez Airbus, mais j'ai mon masque à oxygène là qui va pas tarder à tomber. Non, comme je l'ai dit,
j'ai commencé à mesurer la puissance. À l'époque, je savais même pas que ça s'appelait intelligence stratégique. Le syndicat français d'intelligence économique m'a demandé, quand j'ai quitté le cabinet CEIS, de leur faire une newsletter. Et j'ai dit, mais attendez, donc tu as tous les militaires, tous les stratèges, tu avais même des gens d'Airbus, de Boeing, qui sont adhérents. Et j'ai dit, attendez, moi je suis un bricoleur, je suis un industriel, et je leur ai fait une note, d'ailleurs je me permettrai de te l'envoyer, et je t'autoriserai à la diffuser s'il y a des auditrices et des auditeurs qui veulent sourire. Moi j'ai fait de l'intelligence stratégique sans le savoir. Et quand j'ai mesuré comment c'était pas l'effet papillon, mais quand même un peu. Comment une initiative dans une brasserie en Australie pouvait dicter ce qui allait se passer peut-être en Europe, et comment on pouvait le faire avec des moyens, quelques techniques, mais avec quelques moyens faibles. J'ai continué à le faire. Et je vais prendre, si tu m'y autorises, un exemple tout à fait intéressant où, heureusement que je m'efforce d'être, oui, je crois que je vais employer le terme, plus intelligent chaque soir par rapport au lever du matin. Et j'avais commencé à recruter. La seule école qui formait à l'intelligence stratégique était à côté du Futuroscope de Poitiers. Et à l'époque, c'était, rappelons-nous, le titre n'était pas noble, mais vachement puissant, c'était les documentalistes. On formait les hommes et les femmes, beaucoup de femmes, par le sectarisme malheureusement et la misogynie de trop de personnes. Il y a trop de vieux et il y a trop d'hommes au niveau des entreprises. Donc, la fin de notre podcast, que pouvons-nous attendre des jeunes qui foutent un grand coup de pied là-dedans. Et donc, j'avais convaincu mon PDG qu'il fallait recruter sur ces compétences-là. Et forcément, quand moi je le faisais en bricolant sur Google, je caricature, eux ont été formés sur des masters sur quels sont les bons outils, quelles sont les bonnes postures. Et je leur avais demandé de me surveiller quels étaient les signaux faibles et les tendances pouvant toucher le monde de l'agroalimentaire. Et je vais faire court parce que sinon je vais y passer la nuit et je serai hors des clous de ton challenge. Ça a été quoi, ça? Mon PDG, Orangina, on venait d'être croqué par Pernod Ricard, me dit, tiens, un lobbyiste de Pernod Ricard vient de détecter dans un corridor à Bruxelles que la loi des betteraviers de 1902 risquait d'être abolie l'année prochaine. Et ça faisait 4 ans que j'étais dans la boutique, il n'a pas eu besoin de me poser de questions supplémentaires, il m'a convoqué, il me donne l'info, et il me dit pas so what ou à la Georges Clooney what else. Il me dit bon, Conchou, ou t'as compris ou t'as pas compris. Et bien évidemment, je vais chercher un petit peu ce qu'est la loi des betteraviers de 1902 et très vite, lentement, je découvre que c'était la loi que le gouvernement français avait publiée pour empêcher l'arrivée des édulcorants synthétiques et protéger l'industrie agricole betteravière. Ça, c'est une donnée. Que m'a appris l'intelligence stratégique? C'est que cette donnée, si je la transforme pas en information avec les moyens requis, et la fille que j'avais recrutée m'a bien aidé, il fallait la monter en aide à la décision. Qu'en avons-nous fait? Nous avons transformé ça. Je suis allé voir mon patron, il me dit « Alors, so what ?» Là, cette fois, il me l'a dit. Et j'ai dit « Écoutez, monsieur Beton, voilà ce que cela veut dire. Ça veut dire que si la loi est abolie, on va pouvoir fabriquer pour la première fois en France ou des boissons, ça tombe bien, on en fabrique, ou des plats cuisinés avec des édulcorants synthétiques. » Et mon patron m'a dit, et alors? Eh bien, ça serait bien si jamais Atlanta et Coca-Cola Worldwide ne le voient pas, qu'on soit les premiers à sortir une boisson light en France. On a mis 6 mois dans la vue à Coca-Cola. Autrement dit, je sais plus, je crois que c'est Edgar Morin, un type fabuleux, prospectiviste génial, qui disait, en fait, il le disait mieux que moi, on fait pas le chemin, on choisit pas un chemin, on le fait en marchant. Et quand j'ai vu qu'avec les moyens du bord, souvent dérisoires, on arrivait à faire de l'intelligence stratégique, je suis passé à la couche au-dessus et la prospective. Parce que qu'est-ce que c'est? C'est pareil, sauf qu'on change de spectre, on change d'optique et on passe un peu plus à la boussole là où on nous enferme avec le chronomètre et on passe un peu plus, je dirais, au télescope, là où malheureusement on nous enferme
à la loupe et au microscope. Donc la prospective, effectivement, c'est oser surveiller ce qui se passe autour de nous avec des moyens techniques requis. Les anglo-saxons, les Indiens, probablement les Russes avaient pris de l'avance. Il y a quelques courageux en France qui ont bousculé ce monde-là. Il y en a, je peux citer deux grands. Un ministre, Monsieur Massé, qui avait bousculé le gouvernement français en disant la prospective, c'est une indiscipline collective. Et c'est très fort. Et aujourd'hui, on peut pas s'en passer. C'est-à-dire que quelque part, les gens râlent en disant ces voyous d'Uber sont rentrés sur mon business. Ouais, ok mon gars, mais qu'est-ce que tu as fait pour surveiller Uber? Quand tu les as vus démarrer sur les taxis, tu as réuni ton comité de direction richement payé pour essayer d'imaginer si Uber s'attaque à Airbus demain, comme SpaceX a osé le faire, qu'est-ce qui peut nous arriver? C'est comme les gens qui se coupent de tout circuit d'information et qui ne savent pas que Mitterrand est mort, quoi. Donc, à un moment donné, donc prospective, il faut que ça soit endémique. Hein. Donc Godet, chair du CNAM, a été un type fabuleux qui a beaucoup travaillé sur ce domaine. Et le deuxième grand bonhomme, c'est Mathieu Baudin, qui a co-créé l'Institut des futurs souhaitables, au sein duquel je fais cette formation de 6 mois. Qui est un type absolument génial. Et ils ont rentré un 4e scénario par rapport à la dimension prospective. Vous savez qu'il y en a globalement 3. Il y en avait 3. Le scénario incrémental, je fais court et je dénature, ne m'en voulez pas. Je bricole et je tente de m'adapter par rapport à l'actuel pour mieux préparer demain. C'est un peu l'innovation incrémentale, quoi. Elle n'est pas négligée, mais elle va pas faire des miracles. La deuxième, l'homme et la femme sont globalement plus à l'aise pour travailler sur le deuxième, c'est le scénario catastrophe, scénario noir. Si je fais rien, qu'est-ce qui peut nous tomber sur le coin de la figure? Et je suis pas très fier de ce que je vous dis, mais ça fait 40 ans que je travaille sur ces domaines. Et il y a une des techniques de créativité qui porte un nom extrêmement sexy, qui s'appelle la défectuologie. Avant d'innover, essaye déjà de résoudre les problèmes du quotidien. Et là, on est vachement plus prolixe que quand on nous demande d'innover en rupture. Donc, 3e scénario, c'est l'innovation effectivement en rupture qui nous l'apporte. C'est l'innovation, le scénario de rupture. Et le 4e que je suis en train d'effeuiller là depuis quelques mois, donc initié par l'Institut des futurs souhaitables, c'est le scénario souhaitable. C'est-à-dire là, on fait de la projection, on se fixe un univers 2025-2030, ça dépend des secteurs, on le fige, et on remonte à l'envers en faisant du backcasting. Puisqu'on reproche aux prospectivistes de ne jamais être sûrs. C'est comme les gens qui te disent « Ah ouais, on avait une prévision commerciale de vente de X objets et elle est pas bonne. Espèce d'idiot, je suis pas bon en stats, mais une prévision, c'est incomplet. Il y a la tendance, je vais vendre X et il y a l'écart type. Plus ou moins 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma. Donc, une prévision, c'est pas qu'elle est fausse, c'est que par nature statistique, elle est incomplète. Donc, ce 4e scénario, il est intéressant parce qu'il permet de dire, arrête de dire que t'es pas sûr. On va considérer que c'est là qu'on veut aller. Et on fait le chemin à l'envers pour aller détecter les activités, les ressources, les partenariats, les usages et les technos. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, de la même manière qu'il y a un responsable transformation digitale, développement durable, il faut vraiment un homme ou une femme à qui on fiche la paix et qui monte ses processus et son organisation prospective. Dans la promotion, Alice, et je suis prêt, bien sûr, à te mettre en contact, dans la promotion où je suis le seul retraité, là, dont je vous parlais, il y a la patronne prospective de Decathlon. C'est impressionnant. J'ai été invité, et c'est accessible à tout le monde, à une de leurs réunions Open Innovation et prospective de Decathlon qui se projette en 2078, je me trompe peut-être d'une année, en disant « ça y est, nous venons de fêter nos 100 ans ». Qu'est-ce qu'on doit faire de 2021 à 2078 pour préparer demain? C'est génial, c'est génial. Bien sûr qu'ils ne disent pas tout, mais c'est ce que je leur ai dit sur la réunion Zoom. Beaucoup parlent d'open innovation. Vous ne parlez pas d'innovation, mais vous faites de l'open. J'ai pas quand même vu fréquemment des groupes permettant d'ouvrir. Alors bien sûr, les 3/4 des personnes présentes, Alice, chère auditrice, cher auditeur, étaient des gens de Decathlon.
mais ils avaient vraiment ouvert au monde. Donc, prospective, c'est un état d'être, ce qui veut dire aussi que dans l'entreprise, il faut des hommes et des femmes courageuses et courageux qui osent lire, se documenter et rencontrer en fertilisation croisée des sociologues, des artistes qui ne connaissent rien à nos métiers, et c'est une chance inouïe. L'œil habitué est aveugle. D'ailleurs, on a eu un épisode de l'Ampoule avec une sociologue qui est en charge des questions d'inclusion et de diversité au sein de CGI. Et qui a un parcours de sociologue. Dans la prospective, on parle toujours de ce qui va se passer dans le futur. Et là, j'aimerais bien prendre la question un peu avec un peu le contre-pied de la question, en te demandant ce que tu vas arrêter de faire d'ici 5 ans. Ouais. Bon, je simule de réfléchir, chère auditrice, cher auditeur. Je savais qu'elle allait me poser la question, Alice. Je savais pas exactement quand, et c'est pas pour autant que je suis à l'aise, parce que effectivement, ayant 33 ans comme depuis 30 ans, dans 5 ans, c'est loin. Alors, je vais vous dire ce que je m'efforce de faire déjà aujourd'hui, ou que je cesse de faire. Ayant la chance d'habiter, certes, pas très loin de Paris, j'ai choisi des coins où il y a pas mal de forêts, donc il y a encore pas mal d'agriculteurs. Oui, je me force à fuir, pas tout le temps, la grande distribution. C'est-à-dire que quelque part, j'achète. J'ai la chance aussi, une de mes voisines, effectivement, a une exploitation agricole. J'achète et je mange local le mieux possible. Non, je n'ai pas complètement arrêté la consommation de viande, en dépit de tout ce que les anciens de Cousteau et autres m'ont expliqué sur le nombre d'hectares. Oui, je limite ma consommation de Nutella parce que l'huile de palme et la déforestation en Amazonie, les puits de carbone et autres. Et puis, bon, mon Toubib me dit que c'est bien pour moi aussi. En dépit de l'effet Covid, Alice, je pense, rester un vilain rebelle. Alors, tu vas être contente parce que vous n'allez, même si je n'aurai pas le temps, vu mon âge avancé, d'attendre vos avions électriques et vos avions à hydrogène. Oui, j'ai envie de reprendre les voyages. Parce que le compteur du temps, je me suis tellement consacré aux entreprises qui m'ont fait confiance et aux autres que j'ai envie de penser à moi. Et je fais aujourd'hui quelques voyages auprès de clients ciblés quand j'anime des séminaires. C'est vrai que je préfère choisir la Réunion, l'Afrique que le plateau de Langres par moins 15 degrés en hiver, quoi, parce que je prolonge par une semaine de congé, ce que j'ai jamais fait dans ma vie. Donc là, je serai le vilain petit canard. Non, je n'arrêterai pas de prendre l'avion. Mais ce que je tente d'initier, mais c'est pas facile, les jeunes, et on conclura là-dessus, sont nés avec, c'est dans leur ADN. J'essaye d'initier un petit peu l'économie collaborative. Effectivement, partager, louer. Et là, même dans des secteurs comme les tiens, Alice, j'ai été surpris. J'ai commencé à regarder l'économie de la fonctionnalité, pas uniquement sur ces notions d'économie circulaire, de développement durable, hein, mais plutôt en termes de choix de stratégie permettant de nous démarquer des concurrents. C'est-à-dire, cessons, si c'est malheureusement nécessaire, pour survivre sur un domaine d'activité stratégique, cessons de vendre le produit si on ne peut plus le faire dans d'excellentes conditions économiques, et louons plutôt l'usage que les clients vont faire de notre produit. Et j'ai commencé véritablement, ne m'en veux pas, j'ai pris du temps, j'ai commencé à me rendre compte que c'était plus un signal faible ni une tendance, mais un tsunami, quand Michelin, dans le domaine des domaines d'activité stratégique de certains logisticiens, s'est aperçu qu'il ne pouvait plus vendre son pneu, génial, supériorité au produit, ouais, sauf que les logisticiens pouvaient plus se le payer. À l'époque, les produits, les pneumatiques pour poids lourds achetés pas cher, j'aime pas le terme low cost, il est diffamatoire. S'il y a des gens qui réussissent à livrer des produits dans des conditions particulières, je préfère dire just cost, au juste coût, plutôt que low cost. Low cost, c'est d'une prétention inouïe de la part de grands faiseurs qui n'ont pas vu les Uber arriver.
Et donc, Michelin a eu la lucidité, bravo aux hommes et aux femmes courageuses qui ont osé, plutôt que dire on abandonne le secteur des poids lourds, ils sont allés voir Michelin en disant, attendez, on a modélisé dans le secret, on peut peut-être louer les pneumatiques au kilomètre. Ok, la filiale Michelin Fleet prend des claques, mais qui n'en prend pas? Et quand ils ont détecté ce projet, Alice, la part des pneus Just Coast venant d'Asie, c'était 3%, aujourd'hui c'est 30%. Y inclus dans le secteur de l'automobile. Deuxième signal pour moi, ça a été lorsqu'un gros fabricant de compresseurs en Allemagne a fait pareil en disant on peut plus vivre. C'est une complexité technique de vendre un compresseur aujourd'hui. Il y a des risques d'accident de travail, donc on va cesser de le vendre sur certains marchés. On va le louer, le mètre cube de gaz aux clients qui en ont besoin. Quand j'ai eu ces deux signaux faibles et quelques autres, n'est-ce pas? J'ai dit, il faut s'y attaquer. Il faut s'y attaquer. Et donc ça, indéniablement, dès l'instant où on a changé de modèle, dès l'instant où on loue l'objet, oui, je loue des perceuses. Mais ça sert à quoi sur une résidence secondaire d'acheter une perceuse pour faire 2 trous tous les 2 ans? Alors c'est là où les modèles économiques sont intéressants parce que tu peux pour 1 euro louer ta perceuse, mais tu es obligé d'acheter la mèche donc chez Bricorama et ils te la vendent 20 euros. Et c'est pas négociable. Mais c'est normal. C'est normal. Donc, oui, le collaboratif, mais la clé, elle est là, me semble-t-il. Donc voilà, d'ici 5 ans, quelle aura été ma contribution à une planète meilleure? Faible, homéopathique certainement. Insuffisante, de façon certaine. Ah, c'est l'impulsion aussi qui est importante. Alors, on arrive au terme de cet entretien. Quel est le conseil que tu donnerais aux jeunes générations pour que notre futur reste désirable? Voilà, quel rôle altier tu me donnes, dis donc. Pour en côtoyer, au sens positif du terme, beaucoup, trop par Zoom, d'abord une réalité. L'effet virus, même si les jeunes semblaient être un peu protégés de l'attaque du virus, ils ne le sont aucunement du confinement qu'ils vivent depuis des mois et des mois. Et les conséquences, je veux pas être le noircisseur de cette belle soirée que tu nous permets de partager, mais il faut les aider. Et j'ai envie de dire la priorité des priorités. J'espère qu'on saura tirer enseignement de l'épisode virus au niveau planétaire. C'est que ces jeunes, d'abord, on leur réinjecte de l'optimisme, de l'ambition, du soleil au travers des nuages, de la passion, parce que ils auront, eux, à être au sens laïque du terme, qu'on se méprenne pas, au sens anglo-saxon, tu le maîtrises bien mieux que moi, ça doit être les évangélisateurs de demain. Et à un moment donné, on ne peut pas, alors qu'on aura à affronter, mais eux plus que nous, les barrières, les freins au changement, on ne pourra pas percer par un petit bout d'un caillou qu'on va ôter pour passer sous le mur. On ne pourra pas réussir ce challenge incroyable d'accompagner le changement si on n'est pas des passionnés. Deuxième conseil, et c'est ce que je m'efforce de faire dans la structuration des quelques missions que j'assume dans les écoles, je travaille beaucoup sur des programmes d'école, pas forcément les meilleurs d'ailleurs, parce que les meilleurs vivent peut-être sur leur piédestal et se rendent pas compte que leurs clients ont besoin de quelque chose de nouveau. J'accompagne des écoles qui sont parrainées par Renault, Peugeot et vous, entre autres. Par exemple, dans le domaine de la mécatronique. Et on est venu me chercher en disant, Patrick, il serait bien que tu puisses nous aider à structurer pour les 3e, 4e et 5e années des séminaires de mécatronique. J'ai dit, mais j'y comprends rien. Je suis pas technicien. Moi. Il m'a dit, mais justement, on veut surtout pas leur parler de technique. Donc, ils apprennent la technique et on me demande quelque part d'être un ensemblier de compétences. Pardon, je reviens encore avec la dimension soft skills, leur permettant effectivement de dire, oser passer de la démarche cerveau gauche à une démarche un petit peu cerveau total. Affirmez-vous par vos compétences parce que ça soit dans l'agroalimentaire, dans l'industrie des chaussures ou du textile, ce qu'on vous reconnaîtra, c'est pas votre capacité à faire une analyse à 8 chiffres après la virgule du taux d'effet secondaire d'un textile nuisible ou d'un équilibre financier dans un tableau Excel. Je caricature s'il y a des financiers qui nous écoutent.
Pardonnez-moi, s'il vous plaît, il ne sait pas ce qu'il dit. Mais c'est plutôt quelle capacité tu as eu dans l'industrie de la chaussure à partir d'un projet absolument fou à petit 1, ne pas avoir baissé tes prix de vente, petit 2, à avoir gagné des parts de marché en ayant amélioré tes marges. Comment tu as fait alors que c'était impossible de convaincre la majorité des acteurs sur un chantier d'accompagnement du changement pour les entraîner? Et quand un jeune dira, bah tiens, j'ai été accompagné de quelqu'un qui m'a parlé des 8 étapes de John Kotter, qui est un des gourous du leadership, du management et de l'accompagnement du changement. Et ce gars-là a eu l'intelligence, non pas de me mettre tout de suite dans le bouquin de Kotter, mais de dire, tiens, lis donc le bouquin Alerte sur la banquise, où ils ont fait un storytelling qui se passe sur un iceberg avec un pingouin plus courageux que les autres, qui monte sur un glaçon plus haut que les autres et qui voit que quelque chose, je vous dis, dévoile rien, hein. Lisez toutes et tous et Alice vous remboursera si vous n'êtes pas satisfait. Non, je plaisante, je payerai avec elle. Lisez ce bouquin fabuleux, Alerte sur la banquise, et vous verrez que derrière une métaphore éthologique sur les animaux, j'espère que vous vous reconnaîtrez comme étant le pingouin qui a vu que demain ne serait pas le même. Et aujourd'hui, et c'est à la fois une crainte et un espoir, ces pingouins, ce sont les jeunes générations qui arrivent. Osez se battre, osez échouer, osez ne pas dire oui monsieur, oui madame. Vous ne serez pas payé pour dire oui, monsieur, oui, madame. Belle leçon d'un de mes PDG, toujours l'homme d'Orangina, qui est parti trop vite et que je vénère. La première fois que je lui ai dit non, et voilà pourquoi, il m'a convoqué. J'étais en période d'essai, je pensais Alice être virée. Il me dit, monsieur, vous n'êtes pas d'accord, là, je vous ai proposé tel investissement avec l'acheteur, et vous avez préféré dire non et choisir un autre fournisseur de machines. Je le regarde et je dis, waouh, ça sent mauvais, Patrick, t'es viré. Et le gars rajoute, j'oublierai jamais, M. Conchou ne m'en voulait pas, mais j'étais pas habitué à ce qu'on me dise non, même en expliquant pourquoi. Donc, c'est vrai que quand on me dit toujours oui, ça m'évite de poser la question pourquoi si on dit non. Si on dit non, on va te poser la question pourquoi. Et pour répondre à pourquoi, il faut deux qualités. Alice, pardon, je finis vraiment en rase-motte. Il ne faut pas être feignant, c'est-à-dire qu'il faut avoir bossé pour argumenter et il faut avoir quelques compétences. Et cet homme, quand il m'a dit « Vous pouvez quitter mon bureau », j'attendais toujours la phrase sentence « Vous êtes viré », il me dit « Monsieur Conchou, merci de m'avoir dit non ». Et ce courage-là, avouons quand même que dans le monde dit de l'éducation, dit de la formation, il y a quand même encore des vendeurs, des pseudo-vendeurs de savoir qui sont quand même de sacrés guignols et qui n'ont pas compris que la notion de sachant et la notion d'apprenant, c'est complètement désuet, c'est du 19e siècle, ça encore. Ouais, c'est par le débat que naît la qualité. Merci beaucoup, Patrick, pour ces enseignements très, très riches et pour nous pousser à oser et à les défier, je dirais, l'ordre établi et ce que l'on prend pour acquis. Merci beaucoup, Patrick. Merci, Alice. Je vais terminer par une petite devinette, un petit quiz. Si très bien. Vas-y. J'ai une fois, j'ai rencontré, j'ai pas eu la mission, un patron d'un, comment je vais le dire, je vais rester anonyme, d'une superbe entreprise du luxe en France, dont les sièges sociaux se situent autour de Neuilly, pour ne pas les citer. Et cet homme, bon, j'aime pas les hommes et les femmes prétentieuses, que veux-tu, et je ne sais pas me taire. Et à un moment donné, le gars me dit, mais monsieur, nous avons de telles marques, d'une telle puissance, que nous sommes globalement invincibles. Et à ce moment-là, j'ai dit, tant pis, tu n'auras pas le business. Et je lui ai posé la question suivante. Cher monsieur, pouvez-vous me citer le pays où il y a le plus d'habitants? Je crois que j'ai mieux formulé quel est le pays avec la densité démographique la plus forte. Donc le mec, un peu surpris, réfléchit, me dit la Chine, l'Inde, il n'avait même pas pensé au Nigeria. Et j'actualise mes chiffres parce qu'il y avait quelques années, donc j'ai un petit peu préparé l'entretien quand même. Et j'ai dit non, monsieur, désolé, le pays le plus peuplé au monde, c'est Facebook. Et quand vous dites que vous êtes propriétaire de vos marques, en dépit de vos efforts en community management, vous ne vous rendez même pas compte
que vous êtes copropriétaire de vos marques avec 2,8 milliards d'influenceuses et d'influenceurs. Revoyez votre copie stratégique, monsieur. C'est fort. Bon, j'ai pas eu la réaction. Et la réaction Ah ben la réaction. Eh bien, merci. Non, il n'est pas parti. Non, il m'a pas viré tout de suite. En non-verbal, je suis pas prolixe en non-verbal, hein, parce que si on me coupe la parole, je souffre. Je l'ai laissé perplexe. Et figure-toi, Alice, que je suis pas un adepte du vrai faux hasard. Ça s'appelle la synchronicité. Synchronicité avec Jung. 4 ans après, j'ai shippé 3 missions chez 3 fournisseurs d'emballage de luxe qui avaient pour grands clients un certain nombre d'entreprises, dont celle-là. Donc, je suis rentré par la fenêtre par mon client chez ce client-là. Bien joué. Merci beaucoup, Patrick. Merci, Alice. Merci à vous toutes et vous tous. Et plein succès dans vos missions. Allez, une petite dernière de Michel Serres, qui malheureusement est mort trop tôt en 2019. Il disait, et celle-là je l'ai comprise parce que Michel Serres était quand même trapu mais remarquable, je vous invite à le lire, on parlait de prospective. Si vous donnez une tâche à une personne, vous en ferez un tâcheron. Si vous donnez une fonction à une personne, vous en ferez un fonctionnaire. Si vous donnez une mission à une personne, vous en ferez un missionnaire. Plein succès dans vos missions, jeunes gens, et bousculez le monde actuel pour en faire un monde meilleur. Bye bye.